Madame la ministre, bonjour. Merci Bonjour, de nous accueillir. Il y a eu une loi en 2005 très importante pour les personnes handicapées et je lis « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Il y avait une définition très forte de ce terme de solidarité nationale. Où en est-on 15 ans après? Il y a deux termes très forts, solidarité nationale pour être citoyen vraiment à part entière. Et c'est bien en fait, au bout de 15 ans, les constats qui ont été faits lors de la conférence nationale du handicap, le 11 février 2020, 15 ans après la loi, où en est-on? Je pense qu'on est dans une solidarité, c'est indéniable, elle est assez universelle. Par contre, elle n'est pas assez responsabilisante. Et aujourd'hui, moi, je me bats vraiment pour que les personnes handicapées soient vues comme des sujets de droit et non plus comme des simples objets de soins, pendant longtemps. Donc cette solidarité, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle soit proactive, qu'elle soit réelle, et elle est encore loin d'être réelle, cette solidarité. Et c'est bien pour ça que quand on dit tous concernés, tous mobilisés, qui est un peu notre mantra pour bosser avec l'ensemble des acteurs, on voit qu'on est encore loin du compte sur ce tous concernés, tous mobilisés. Donc la solidarité, elle n'est pas encore nationale et collective. Ça veut donc dire qu'on est peut-être encore un peu trop dans une solidarité un peu de l'assistanat. Quand je reprends le rapport de l'ONU, il est un peu dur pour nous sur ce sujet. On a le sentiment qu'on a caché un peu, ou on a eu une solidarité qui était plutôt une solidarité des structures. Est-ce que ça ne remet pas en cause, ou il ne faut pas se re-questionner sur notre solidarité vis-à-vis d'une société inclusive que vous prêchez? En fait, on a été assez protecteurs. Ce qui a guidé vraiment l'action depuis 50 ans, 60 ans post-guerre, ça a été la protection des personnes. Et là, ce qu'elles veulent, c'est leur émancipation. Donc cette société inclusive, c'est donner le pouvoir d'agir aux personnes, d'avoir une solidarité proactive, constructive, qui ne soit plus infantilisante et protectrice. Et c'est ça vraiment ce changement et de changement de cap que la grande loi de 2005 a posé fondamentalement. Ça a été vraiment, vraiment le germe d'une société qui regarde différemment, qui inspire les personnes sur leur capacité à choisir, d'être actrices de leur vie, émancipatrices, actrices. C'est tout l'enjeu. Ce rapport de l'ONU, oui, il a été dur, mais pourquoi? Parce que pendant longtemps, post-guerre, on a choisi, par délégation de service public, de laisser aux associations. L'État a vraiment mis l'association, les associations de parents et de personnes en situation de handicap, acteurs de la construction. C'était indispensable et elles l'ont fait très bien pendant des années. Mais maintenant, ce que les personnes demandent, c'est aidez-nous à avoir ce pouvoir d'agir, financer peut-être beaucoup plus directement la personne que les structures. On a des professionnels formidables dans notre pays. Il faut qu'on les accompagne à ce changement d'activité, mais on pourra peut-être en reparler parce que le Covid était très intéressant là-dessus. Oui. Avant d'attaquer tout de suite le Covid, sur le terrain quand vous vous promenez, parce que je sais que vous allez beaucoup sur le terrain, vous sentez que ça bouge, Ça que bouge ça y est, c'est énormément. parti, qu'on est embarqué dans cette nouvelle forme de solidarité? Ça bouge énormément. Ça bouge énormément dans tous les domaines. Dans l'école, cette coopération, dans l'école inclusive, où enfin les médico-sociaux sont vus justement comme des partenaires au sein de l'école pour améliorer le parcours. Ça bouge énormément dans la prise en compte des adultes, un logement différent, un habitat différent. Je le vois de moi. Cette société inclusive, elle est vraiment en route là. L'habitat inclusif, ça existe partout déjà. Moi, ce que je veux, c'est bien sûr le déployer, mais se vivre ensemble au milieu des autres, dans un immeuble où il y a déjà beaucoup de monde, cette mixité de générations avec des services d'accompagnement extrêmement présents, accompagner autant que de besoin les personnes, c'est ça notre enjeu. Il faut vraiment qu'on prouve qu'on est en capacité de pouvoir leur accompagner sur les choix de vie. Ça, c'est très important. Accompagner à l'école, très bien. Accompagner en emploi, on développe l'emploi accompagné. Accompagner dans la vie quotidienne, dans le logement, surtout, ça c'est à mon avis fondateur d'un changement de société, de se vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, dans toujours ces notions de solidarité et de cette société inclusive, finalement, dans vos expériences, est-ce que vous avez également l'impression que cette ouverture a permis à des personnes qui n'avaient pas cette connaissance, cette relation avec les personnes vivant avec un handicap, d'avoir une autre image et que finalement la solidarité, elle est bien dans les deux sens. Elle n'est pas uniquement à sens unique, c'est bien une solidarité collective, citoyenne, ensemble. C'est une solidarité collective, citoyenne, mais c'est surtout une prise en compte de la différence. Et tout d'un coup, on découvre que des personnes ont des capacités et on leur pose un regard différent. Un exemple qui m'a vraiment marqué la semaine dernière, on est allé ouvrir la première classe pour enfants polyhandicapés dans une école de village. J'ai eu des gamins de 8-9 ans qui m'ont dit « mais ils étaient où ces enfants? On ne les avait jamais vus ». Eh bien, là, on change toute une génération d'un regard sur la différence, sur cette capacité d'accueillir quelqu'un de très différent parfois
Et pour autant, voilà, on va travailler à ce changement générationnel. Mais les personnes n'ont plus le temps d'attendre. Et moi, ce que je veux, c'est que ça aille beaucoup plus vite et que cet accueil solidaire, responsable, constructif, qui permet à la personne de grandir et qui permet à l'autre, qui ne se sent pas différent, de se dire « Eh bien, c'est possible, en effet, poussons-nous un peu, laissons leur place vraiment à ces personnes, elles ont des choses vraiment à nous apporter. » Et alors, vous évoquiez le Covid. Vous avez l'impression que le Covid, il a donné un souffle incroyable dans cette nouvelle solidarité? Le Covid a été un moment incroyable. Pourquoi? Parce que les établissements ont fermé. Les personnes sont rentrées chez elles, enfants, adultes, beaucoup, et les professionnels qui ont accompagné à partir du domicile. Et là, il y a eu quelque chose d'incroyable. Vraiment, je tiens à le dire parce que moi, les professionnels m'ont dit, on a découvert l'expertise des personnes. On a découvert qu'elles avaient des choses à nous apprendre et qu'on avait une façon différente de travailler avec elles. Pour moi, c'est un enjeu formidable. Et surtout, les acteurs de terrain ont appris à mieux se connaître. Moi, j'ai eu des associations qui m'ont dit, on avait un établissement fermé, on l'a mis à disposition pour des solutions de répit. On a travaillé ensemble de façon extraordinaire. Je veux capitaliser là-dessus, c'est indispensable. Lever les freins, on a des réformes à faire extrêmement rapides qu'on est en train de faire pour permettre justement cette création d'acteurs. On a créé des communautés 360 avec ce fameux numéro d'inconditionnalité d'accompagnement. Qu'est-ce que vous entendez par communauté 360? C'est tout simplement une méthode. On met tout le monde autour de la table. On a un pivot central, le département, chef de file des politiques de solidarité, et autour on met tous les acteurs. Mais pas que les acteurs médico-sociaux. On fait sortir uniquement de l'expertise médico-sociale l'accompagnement des personnes handicapées. C'est le maire, la commune, c'est le chef d'entreprise, c'est le centre de loisirs qui s'ouvre parce qu'il se sent accompagné. On a vraiment transformé la façon de travailler pendant le Covid et ça, je veux surtout capitaliser là-dessus. Et est-ce que vous avez le sentiment également que ça a permis de bousculer un peu la relation entre le domaine du médico-social et le domaine du sanitaire? Et derrière ça, de repenser un peu le problème de la santé des personnes handicapées, c'est un sujet, je sais, qui vous est cher, qui m'est cher également. Et on se dit, est-ce que ça a été en même temps l'occasion d'aller, là encore, aller bousculer un peu? Parce est-ce qu'on n'a pas beaucoup de retard sur ce sujet? On a un retard colossal. On l'a bien vu pendant le Covid avec l'accès aux soins des personnes handicapées qui présentaient justement des risques respiratoires importants. Là aussi, pareil, les associations ont fait des fiches pour expliquer comment fonctionnent ces personnes. On a permis aux accompagnants de venir expliquer dans les urgences. C'était aussi nouveau, ça. Cette expertise, en fait, comment on chaîne tous les acteurs pour qu'on prenne en compte. Mais alors là, je m'adresse vraiment aux professionnels. Dans les formations initiales, c'est presque zéro l'accompagnement des personnes handicapées. L'accès aux soins des personnes handicapées a été vraiment trop à part. Là, il faut qu'on fasse une vraie révolution, qu'on chaîne tous ces acteurs, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hospitalier. Il faut qu'on travaille sur l'hospitalisation à domicile bien plus. Cet accès aux soins, il est encore embryonnaire. Pourquoi? Manque de formation, manque de coopération entre les acteurs, se sentir que ça a été trop longtemps à part. Non, les personnes handicapées sont des personnes avant tout, elles ont un droit à avoir un accès aux soins, avoir une prévention dans les établissements, c'est capital. Donc là, on a un très très gros chantier, mais on va avancer parce qu'on a vu que pendant le Covid, on pouvait le faire. Oui, parce que vous évoquez un sujet qui est quand même la prévention. Exactement. Il y a le soin, mais on a un enjeu majeur dans la prévention. Et dans cette prévention, on a le sentiment qu'il y a également de permettre aux personnes handicapées de se la réapproprier et donc de se réaimer. Enfin, on voit bien qu'il y a un sujet d'apprendre à s'aimer, à réaimer son corps, parce que si on ne s'intéresse pas à son corps, on a du mal à aller vers la prévention. Et donc ça ouvre d'autres domaines d'activité qui fait que vous avez envie de vous occuper de vous. Je pense à toutes les activités sportives, exactement. Je pense à tous ces champs nouveaux, qu'en pensez-vous ? C'est indispensable, c'est indispensable. Moi, dans les établissements, maintenant, ils commencent à s'ouvrir. Ils commencent à faire rentrer des professionnels qui n'étaient jamais rentrés, mais même surtout des professionnels du droit commun, des professionnels sportifs, culturels. C'est dans les deux sens qu'il faut que ça se construise. C'est indispensable. On a par exemple des plateaux techniques, des plateaux techniques très importants dans les établissements médico-sociaux. Faisons-en profiter aussi tout simplement les citoyens aux côtés. Cette pleine citoyenneté, c'est un regard qui enveloppe, qui construit, qui permet de se dire il y a du possible, des choses auxquelles je ne pensais jamais, qui sont devenues possibles. Reconstruire mon corps, c'est très important. La prévention gynécologique pour les femmes. Enfin, on est en train de monter des équipes handigynécologiques, des sages-femmes qui se forment. On va enfin avoir des femmes qui, à 50 ans, n'avaient jamais eu tout simplement de consultation. Eh bien, elles ont pris conscience de leur corps, des femmes empêchées dans leurs paroles, déficientes intellectuelles, parfois même profondes. Ça leur a réouvert des champs du possible, d'avoir une vie affective, tout simplement. C'est ça la citoyenneté, vivre comme tout un chacun dans son corps, sa vie affective, sa vie sexuelle, sa vie relationnelle. Là, on est en train de changer la donne. Je voulais revenir, vous venez de dire à l'instant qu'il fallait que les établissements ouvrent leurs portes.
Donc dans votre esprit, en fait, l'établissement, il doit avoir finalement, cette nouvelle forme de solidarité, lui, de l'établissement, avec son petit territoire, où il peut être alors, une plateforme, un soutien. Mais on sent que c'est quand même une révolution d'aller ouvrir les portes des établissements. Alors c'est déjà fait. Ça se fait de plus en plus. Ça, je tiens à le dire, qu'il y a vraiment eu, et notamment, ça s'est fait grâce au confinement aussi. Donc, ça se fait dans beaucoup de territoires, mais on a une grande inéquité territoriale. Et moi, je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles sont. Donc, ce que je veux, c'est déployer ces bonnes pratiques. Ça, c'est très, très important. Cette mise en relation, partir de l'expertise d'un établissement, qu'il soit hospitalier, qu'il soit sanitaire, qu'il soit médico-social, c'est comme ça qu'on fait travailler, en chaînant vraiment les experts. Et on est plus auditionné, on est dans une notion de parcours et chacun trouve sa place en complémentarité. Chacun a une expertise, c'est ça la solidarité nationale. Chacun a une expertise, elle doit l'apporter à la personne. Notre devoir, il doit de proposer un parcours à la personne. Et donc on doit se mettre... Tout le tuyautage derrière, il doit se mettre au service de la personne. C'est ça l'importance. Et avec la personne, je pense, quand vous dites. Mais bien sûr, avec la personne, comme vraiment personne citoyenne à part entière, choix de vie. Alors on me dit, mais c'est utopique, il y a des personnes qui sont empêchées, quand vous êtes un autiste sévère, etc. Eh bien, il y a des moyens de communication qu'il faut mettre aussi, les communications alternatives. On est à l'âge de pierre sur la technologie de communication, là aussi, pour les soignants, pour comprendre. Donc on a très très gros enjeux, mais c'est déjà bien enclenché, beaucoup de chantiers. Il faut qu'on donne du sens à cette politique, il faut qu'on donne du sens à cette société inclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre avec les autres, ça ne veut pas dire forcément vivre comme les autres, mais ça veut dire vivre avec eux, avec tous parfois ces empêchements, mais pour autant il faut qu'on y arrive. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on est un pays qui est en avance, ou quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, et notamment en Europe, parce que Cham s'intéresse toujours à la dimension européenne, on se situe comment et est-ce qu'on a des exemples à prendre dans nos voisins européens? Moi, dès que je suis arrivée en 2017, j'ai fait mon tour de pays d'Europe pour aller voir comment se passait, comment cette société inclusive, elle était déclinée dans tous les pans de la vie. Alors, moi, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on est en retard en France sur cette notion d'acceptation de la différence et de vivre avec les autres? C'est que beaucoup de pays ont fait leur révolution il y a 30 ans, 40 ans, tout simplement en mettant les enfants handicapés à l'école ordinaire. Et ça a été le déclenchement vraiment. On y est là maintenant, nous en France, mais on a quand même perdu une génération vraiment d'acceptation de la différence. On n'a pas à rougir de notre politique handicap. 46 milliards qui sont consacrés au handicap dans tous les pans. C'est beaucoup, c'est 2,3% du PIB. Pour autant, le ressenti de la personne, il n'est pas à la hauteur des sommes qu'on investit. Pourquoi? Parce qu'on a financé des murs plutôt que de financer des personnels et de financer de la personne. Ça, c'est une grande révolution. On y arrive tout doucement. On a une grande réforme avec les associations du médico-social. On y pense. C'est parler, par exemple, de prestations à la personne. Donc, cette révolution, elle est en cours. Elle est compliquée, parce que le monde du médico-social est extrêmement diffus, parfois sur les territoires. Quand je dis diffus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations. Mais pour autant, c'est une vraie demande de la personne. Donc, il faut qu'on y aille. Et on ne va pas aller jusqu'aux pays nordiques, où là, vraiment, tous les établissements ont fermé, etc., parce que ce n'est pas notre culture. Il faut aussi qu'on travaille. Et puis, on a des territoires très différenciés en France. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on se pose la question de savoir comment on accompagne les professionnels à ce changement de pratique. Comment je sécurise un professionnel pour accompagner la personne justement à l'emploi, accompagner la personne dans sa vie ordinaire. C'est ça notre enjeu, accompagner les professionnels parce qu'on a un très beau tissu de professionnels médico-sociaux et on ne pourra pas faire sans eux. Accompagner la personne aussi sur son autodétermination, faire lever aussi l'autocensure qu'on a en disant c'est pas pour nous ça, on va pas y aller, c'est pas possible. Si, on peut, comme par exemple sur l'emploi, j'avais l'habitude de travailler vraiment avec Muriel Pénicaud sur notre slogan « Nul n'est inemployable ». Et je pense que c'est ça. Nul n'est inemployable, tout le monde a le droit à l'école, tout le monde, avec des écoles et des apprentissages différents. On est vraiment en train de révolutionner beaucoup de choses. Il faut qu'on accélère parce que c'est certain qu'il faut surtout qu'on sécurise ces parcours. Ça, c'est très important. Qu'on montre aux personnes que c'est possible. L'accompagnement, il doit être pérenne, il doit être de qualité. Et surtout qu'on embarque l'écosystème vraiment d'un petit territoire pour mobiliser tout le monde pour que ça réussisse. C'est un message très fort que vous passez également à toutes les personnes qui nous écoutent. Exactement. Parce que finalement, à chacun à un autre niveau, on est capable de porter cette ambition que vous venez de décrire. On doit y arriver. C'est une ambition qui est partagée par beaucoup de monde, donc on peut y arriver. Le tout, c'est de bien comprendre où sont les enjeux. Et l'État doit être aux côtés des associations, des départements, des acteurs, des services de l'État en territoire pour que ça soit possible. On voit bien encore que c'est une méthode de travail différente. Il faut qu'on capitalise vraiment sur ce que le confinement nous a appris.
Malheureusement, il va falloir vivre avec cette crise sanitaire encore longtemps. Donc c'est le moment ou jamais justement de montrer que cette solidarité, elle est possible, elle est là. Il faut juste qu'on l'accompagne vraiment pour qu'elle devienne une réalité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, cher Philippe de Normandie.